Bonjour. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce qui est responsable des inégalités au Brésil? Au Brésil, les inégalités elles sont très anciennes. Il y a des raisons historiques. C'est lié à l'époque de la colonisation européenne, dans la mesure où l'élite européenne avait toute la richesse, en particulier au niveau des terres, et le reste de la population avait très peu de terres, très peu d'argent, de propriété. Et donc la colonisation européenne est vraiment responsable de ces inégalités. Donc elles sont historiques, très anciennes. Elles ont baissé récemment, mais elles restent à un niveau assez élevé. D'accord. Qui était au pouvoir à cette époque? Alors, à l'époque, c'était au moment où les Portugais, les empereurs et les rois portugais étaient dirigeants du Brésil en tant que métropole colonisatrice. Et ensuite, lorsque c'est Dom Pedro, l'empereur brésilien, et ensuite, lorsque le pays est devenu république, on a eu plusieurs dirigeants importants, en particulier Vargas, qui reste au pouvoir très longtemps, au XXe siècle, dans la première moitié. Mais Vargas a un peu amélioré la situation, mais il n'a pas tout résolu. Donc les inégalités sont restées fortes jusqu'à une période contemporaine. Pourquoi la capitale brésilienne a-t-elle un rôle moins important que les autres grandes villes comme Rio ou Sao Paulo? Alors justement, c'est un des aspects de ces inégalités, c'est l'aspect territorial. En fait, le pouvoir et la richesse est resté concentrés sur les côtes atlantiques, au sud, vers Sao Paulo et Rio. À l'époque où le Brésil continue à exporter beaucoup de matières premières, en particulier du café, le pouvoir économique et la richesse économique restaient dans cette région-là. Et dans les années 50 est née l'idée de créer une nouvelle capitale qui va devenir Brasilia, qui sera capitale effectivement en 1960. Et c'est le président Kubitschek qui a eu cette idée-là. L'idée était en particulier aussi de relancer une maîtrise du territoire et précisément lancer la colonisation vers l'Amazonie. Donc ça permettait d'avoir une capitale un peu plus intérieure, parce qu'en fait, ce choix d'une capitale intérieure correspondait aussi à un choix de développement autocentré. D'autres pays tels que la Corée ou Taïwan à l'époque faisaient un choix de se développer par les exportations, et beaucoup d'autres pays comme le Brésil ou comme la Chine au même moment faisaient le choix de se développer de manière autocentrée, c'est-à-dire en se coupant de la mondialisation. Donc ce choix d'une nouvelle capitale correspondait effectivement à un choix plus général d'un modèle de développement autocentré. Pensez-vous que Dilma Rousseff pourra satisfaire les attentes de la population autant que Lula en vue de sa réélection? Alors Dilma Rousseff a beaucoup profité de l'héritage de Lula. C'est vrai que Lula était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, c'était le fondateur du Parti des travailleurs. Lula était un ancien syndicaliste, qui était un très grand orateur et qui a toujours eu la capacité à faire bouger les foules, à les mobiliser, à les sensibiliser. Et lorsqu'il a été au pouvoir de 2003 à 2011, dans ses deux mandats, il a beaucoup fait baisser la pauvreté, en particulier en développant ce qu'on appelle la Bolsa Familia, qui était un système de bourse sous condition. C'est un système qui est très intelligent, puisque les conditions, c'était d'obliger les parents à scolariser leur enfant et de le vacciner, de le faire suivre au niveau santé. Donc c'est cet argent-là, qui équivaut à peu près, je crois, 50-60 euros par mois, obliger les parents à mieux s'occuper des enfants. Donc ça a vraiment permis à des dizaines de millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Et donc Rousseff a bien profité de cet héritage de Lula, qui a connu une forte croissance économique, mais le problème c'est que la croissance elle est moins là aujourd'hui. Que devra-t-elle changer pour satisfaire les 49% de la population qui ont voté pour Aécio Neves? Et qui sont-ils? Les gens qui n'ont pas voté pour Rousseff, le Parti des travailleurs, appartiennent plutôt aux classes moyennes, supérieures, à l'élite, ou bien d'autres catégories,
Mais c'est vrai que l'élite économique a plutôt favorisé les candidats de droite, et Marina Silva a eu un électorat plutôt éclaté. Les attentes ont été fortes, en particulier au moment de la Coupe du Monde de football, mais elle va avoir vraiment du mal à répondre à cette demande dans la mesure où, depuis quelques années, la croissance économique du Brésil s'essouffle. Et donc, cette croissance économique étant plus faible, le nombre d'emplois créés est plus faible. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a de l'inflation, une hausse des prix qui fait que cela rogne sur le pouvoir d'achat des Brésiliens, qui sont donc inquiets et qui ont donc du coup une plus faible capacité à consommer. Comment expliquer donc un tel retournement de situation en vue des sondages qui étaient prévus? Alors, ce retournement de la situation est lié à plusieurs facteurs. Le premier problème concerne l'Amérique latine elle-même. Les plus grands clients du Brésil, qui font des échanges avec le Brésil, sont l'Argentine en particulier, et l'Argentine depuis quelques années est rentrée en récession. Donc le fait qu'un des grands clients du Brésil soit entré en récession ne favorise pas la croissance du Brésil. Il y a un second problème, c'est que la richesse, la croissance des années 2000 et des années Lula était liée aux ventes très importantes de produits agricoles et miniers et énergétiques que faisait le Brésil à la Chine. Or, la Chine voit sa croissance décélérer. La Chine est passée en quelques années d'une croissance de 10-11% à peu près aujourd'hui 7%. Et donc cette croissance plus faible fait que la Chine a moins besoin de produits. Et donc, par voie de conséquence, pour le Brésil vend moins de produits à la Chine, et donc ça explique le ralentissement de la croissance. Et il y a un troisième facteur, c'est que le premier client global du Brésil est l'Union européenne, et qu'elle-même, l'Union européenne, a une croissance très faible depuis plusieurs années, autour de 1%, ça dépend des pays, mais cette croissance faible fait que, là aussi, les Européens achètent moins de produits au Brésil, et donc tout cela fait que la croissance brésilienne est faible. Elle était de 0,2-0,3% en 2014, et on prévoit un peu plus de 1% en 2015, ce qui ne va pas permettre de créer assez d'emplois. Et donc du coup, les classes moyennes ne vont pas s'enrichir, et donc il y a une peur pour ces classes moyennes de moins consommer, ou bien même parfois certaines parties de la population de ces classes moyennes ont peur de revenir dans une situation initiale de pauvreté. Donc il y a une partie de l'opinion publique brésilienne qui est inquiète par rapport à ça. Et d'un point de vue plutôt économique, un des bons spécialistes français du Brésil, qui s'appelle Pierre Salama, qualifie le Brésil de désindustrialisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le Brésil a beaucoup vendu de produits énergétiques, de matières premières, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça s'est fait au détriment de l'industrie. Ça, c'est ce qu'on appelle le mal hollandais. Ce mal hollandais veut dire qu'en fait, beaucoup d'investissements dans le pays vont au secteur énergétique et minier et ne vont pas à l'industrie. Et donc tout ça est générateur de dysfonctionnement économique, et ce mal hollandais fait qu'il y a effectivement une hausse des prix et qui ne profite pas à la population. Au contraire, les gens voient que le prix du pain ou d'autres produits est en train d'augmenter et pas leur salaire. Et donc ce mal hollandais est un vrai problème pour le Brésil, et c'est pour ça que Pierre Salama, lui, il parle de désindustrialisation du Brésil. L'industrie brésilienne est en difficulté parce qu'elle est en concurrence avec l'industrie asiatique et en particulier chinoise. Et donc tout ça fait que l'économie brésilienne ne va pas très bien aujourd'hui. D'où le résultat très modeste de Rousseff, qui a été réélu, mais de justesse, et on peut prévoir que peut-être il y aura alternance politique lors des prochaines élections. Le Parti travailleur a profité de l'époque de Lula, mais peut-être qu'il y aura une vraie alternance politique, mais pour une démocratie, c'est pas non plus une catastrophe. Mais comment se fait-il que Dilma Rousseff a été réélue alors que justement la population a cette peur, et après le mal hollandais, comment ça se fait qu'elle a été réélue? Parce qu'elle a vraiment été l'héritière de Lula, et que finalement les gens, au moment de voter, se disent que depuis 10 ans, 15 ans, c'est bien le Parti des travailleurs qui leur a apporté beaucoup, qui a fait sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté. Il y a des inquiétudes sur le futur, mais malgré tout, le Parti des travailleurs a beaucoup apporté. Donc Rousseff, logiquement, a été réélue, parce qu'elle a quand même poursuivi l'œuvre
de Lula. Mais je pense que c'est effectivement pour le plus futur qu'il y aura une inquiétude pour le Parti des travailleurs. Cela fait maintenant 12 ans que le parti de Lula et Dilma Rousseff est au pouvoir. N'y a-t-il pas une usure de la démocratie brésilienne? Tout à fait. En fait, il y a une usure du pouvoir. En particulier, une chose que Lula n'a pas résolue, c'est la corruption. Il y a eu plusieurs affaires qui ont touché des conseillers et des ministres très proches de Lula. Il y a encore une affaire de corruption ces dernières semaines qui touche une des plus grosses entreprises du Brésil qui est Petrobras. Et tout ça montre bien que finalement, les dirigeants du Parti des travailleurs n'ont pas fait le ménage chez eux et que cette corruption est latente, n'a pas été résolue. Et donc, effectivement, c'est une critique forte qu'on peut émettre par rapport à Lula et Rousseff, même si elle-même avait un peu plus œuvré contre la corruption, elle n'a pas fini ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Éliminer la corruption dans un pays émergent tel que le Brésil, c'est assez compliqué. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions.